Chers spectateurs, chers amis, bonjour et bienvenue à l'émission Parlons-en. À situation sérieuse, émission sérieuse. Aujourd'hui, nous sommes le samedi et demain, c'est dimanche. Demain, il y a un grand rendez-vous. Nous vous invitons tous à ne pas manquer ce rendez-vous. C'est quel rendez-vous, vous allez me demander? Tout simplement, c'est un rendez-vous pour une manifestation par rapport à la deuxième réforme du PEC qui est, entendez par là, le programme d'expérience québécoise, exactement. Donc, et aujourd'hui, nous recevons quelques membres du collectif éthique qui viennent nous donner les raisons pour lesquelles cette manifestation se tiendra et surtout, pourquoi on trouve que cette nouvelle réforme ne répond pas très bien aux attentes des étudiants. Nous avons avec nous Madame Sarah, nous avons avec nous Monsieur Michael et Monsieur Ibrahima. Alors, pour commencer, comme vous le savez, honneur aux dames, nous allons donner la parole à nos invités en commençant par la dame, qui vont se présenter et nous enchaînerons avec les différentes questions ou les points de vue de tout un chacun. Alors, Madame Sarah, bonjour et bienvenue à l'émission Parlons-en. Bonjour tout le monde, je suis Sarah Tchéidé, je suis travailleuse temporaire étrangère. Je suis venue ici pour mes études en 2015, puis ensuite j'ai obtenu mon permis de travail, donc actuellement je travaille. Je suis gestionnaire de projets autochtones dans une entreprise privée, donc j'accompagne des clients qui sont des communautés autochtones, des conseils en fait de Premières Nations dans la réalisation de projets de développement économique, social, culturel, communautaire en fait. C'est pas mal ça. Je suis membre du collectif depuis pas très longtemps, mais j'ai toujours été, étant donné que je suis immigrante, j'ai toujours été touchée par les différents projets de réforme, que ce soit le précédent ou celui-là. On s'entend que c'est encore un projet, c'est pas encore passé, c'est justement pour empêcher que ça passe qu'on est là aujourd'hui pour en parler des conséquences. Puis comme tu l'as très bien dit tantôt, aussi inviter tout le monde à la manifestation de demain. Je vais passer la parole à mes collègues, à Ibrahim. Merci beaucoup, on va passer Ibrahim. Merci Sarah. Alors donc, je suis Ibrahim Koné, je suis le coordinateur du collectif des étudiants et travailleurs internationaux du Québec. Donc, collectif qui a vu le jour dès la première réforme du programme d'expérience québécoise en novembre 2019. Alors, nous sommes mobilisés et nous sommes parvenus à faire reculer partiellement le gouvernement. Après, il y a eu une consultation et le gouvernement nous est revenu avec une réforme qui, en réalité, ne prend pas en considération nos revendications et, on va dire, l'issue des consultations. Alors, c'est pourquoi encore le collectif revient avec cette fois-ci une autre mobilisation pour faire reculer définitivement le gouvernement. Et je pense que l'émission tombe à pic parce que nous sommes à la veille d'une marche à Québec, une marche autour de l'Assemblée nationale qui va se dérouler ce dimanche à partir de 17h30. Et là, nous attendons en tout cas plus d'une centaine, environ 200 personnes. Alors, je pense que ce sera l'occasion de lancer encore un appel aux gens et de leur demander de venir pour ensemble faire reculer le gouvernement. Merci du temps d'antenne, Diaspo. Ça fait plaisir, Monsieur Michael. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, c'est Michael de Guffroy, puis je fais partie de l'équipe du collectif éthique également. J'étais là l'automne dernier aussi pour mettre des efforts afin que le gouvernement recule sur la première mouture. Et nous revoici pour la deuxième mouture, l'épisode 2, comme j'aime l'appeler. Donc, on espère avoir gain de cause cette fois aussi, surtout que cette réforme, en fait, est pire que la première mouture. Voilà. Alors, oui, vous faites état d'une situation peut-être critique pour certains étudiants. Cependant, pour ceux qui nous écoutent actuellement et qui ne connaissent pas exactement, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire la raison de cette réforme et en quoi est-ce qu'il y a des manquements, non seulement pour les étudiants étrangers, mais j'ai l'impression que ça touche aussi un tout petit peu d'autres personnes. Alors, juste pour
poser les plats, j'aimerais que monsieur Michael, en tout cas, que celui qui peut prendre la parole pour faire juste… Sarah, je crois. Sarah, oui, oui. OK, c'est moi qui ouvre le bal encore. Oui. Donc, le programme d'expérience québécoise, c'est un programme qui a été mis en place par le ministère de l'Immigration pour permettre aux étudiants étrangers qui ont complété leur cursus ici, que ce soit au bac, à la maîtrise, au doctorat, de pouvoir accéder, et aussi aux travailleurs étrangers, hein, donc de pouvoir accéder dans des délais raisonnables à la résidence, au certificat de sélection du Québec qui mène à l'obtention de la résidence permanente. Donc, les délais que moi j'ai trouvé, en tout cas quand moi je suis arrivée, que je trouve très raisonnable au regard de toute l'attente qu'on a déjà pour obtenir notre diplôme, pour obtenir notre permis de travail, pour faire tout et aussi les frais. Donc, par le passé, on parlait de, si je ne me trompe pas, 21 jours. Donc là, on parle de 6 mois. Et en plus, à cela viennent s'ajouter des conditions, enfin, quand je veux dire des critères qui sont complètement moulés, mis dans un moule. Donc, il faudrait appartenir à certaines catégories d'emplois de poste. Si on n'appartient pas à ces emplois-là, too bad for us, c'est dommage pour nous. Puis en plus de ça, faudrait attendre plusieurs années. Pour les travailleurs, par exemple, on parle de 3 à 4 ans avant de pouvoir demander le certificat de sélection du Québec. Et pour les étudiants, on parle d'une année d'expérience professionnelle dans un des domaines qui entre dans la liste des catégories. Donc, c'est vraiment compliqué parce que on parle de milliers de vies, on parle de milliers de vies qui se vivent de façon différente de l'une à l'autre. Chacun a ses réalités, chacun a ses réalités en fonction de là d'où il vient. Les personnes qui viennent de l'Union européenne n'ont pas les mêmes réalités que celles qui viennent d'Afrique parce qu'il y a certaines ententes entre les pays. Les contraintes financières aussi sont pas les mêmes. Les ambitions sont pas les mêmes. C'est vraiment compliqué. Moi, dans mon cas, je suis travailleuse temporaire. J'ai un permis de travail de 3 ans, qui m'a été donné de 3 ans. Mais, par exemple, si je veux prendre mon cas, ça a été vraiment toute une bataille parce que faut comprendre que quand on arrive déjà, quand on est immigrant, quitter son chez-soi pour aller ailleurs, bien que personne ne nous ait obligés, hein, à part pour les réfugiés, parce que ça, c'est notre catégorie, c'est important, c'est pour ça qu'il y a des catégories, mais là, je parle de ceux qui immigrent pour des questions d'études ou des questions économiques. Donc, arrêtons-nous là. C'est pas forcément de gaieté de cœur. En général, même, c'est pas de gaieté de cœur. Quand on arrive, il faut s'adapter, il faut s'intégrer et il y a un gros effort. C'est pour ça que le programme d'expérience québécoise s'appelle Expérience québécoise. Quand tu viens, que tu as fait des études de 3 ans, 5 ans, 7 ans pour ceux qui vont jusqu'au doctorat, ton expérience québécoise, elle est pas mal faite. Pour les travailleurs qui arrivent, il y a tout le processus d'intégration dans un environnement professionnel qu'on ne connaissait pas. L'expérience québécoise au jour le jour aussi, elle se fait. Donc, du jour au lendemain, comme ça, venir demander aux gens d'avoir plusieurs années en plus d'expérience avant de pouvoir faire un 6 mois, avant d'obtenir un certificat de sélection du Québec, pour ensuite faire un an et demi ou peut-être 2 ans pour certains, pour obtenir la résidence. Pour certains, c'est vraiment lourd parce qu'on n'a pas tous les mêmes réalités. Donc, comme je parlais, moi, dans mon cas, je suis arrivée ici en 2015. Je suis venue pour mes études. L'intégration a été un peu difficile. J'ai fait des mauvais choix de cours parce que l'environnement universitaire n'est pas adapté aux personnes qui viennent d'ailleurs. On leur explique pas bien les choses. Donc, j'ai eu un retard. J'ai pris du retard dans l'obtention de mon diplôme. Finalement, j'ai obtenu. J'ai pu obtenir aussi mon permis de travail. Mais comme mon passeport était échoué dans 1 an et demi. Ils m'ont donné qu'un permis de travail d'1 an et demi que je pouvais prolonger lorsque j'allais renouveler mon passeport. Donc, vous voyez que ce n'est la faute de personne, c'est juste que ça a donné comme ça, mais c'est compliqué pour moi. Donc, j'ai dû repayer des frais il n'y a pas longtemps pour pouvoir prolonger mon permis de travail. Donc, entre-temps, étant donné que moi, j'ai des réalités qui sont différentes d'autres personnes,
pour faire la demande du CSQ, c'était vraiment plus compliqué. Au moment où je voulais la faire, cette demande-là, il y a eu le premier projet de réforme. Donc, ça m'a bloqué, ça m'a empêché. Finalement, j'attendais que mon passeport ressorte, renouvelé. Et au moment où je veux faire ma demande pour finalement obtenir mon CSQ, il y a un deuxième projet de réforme. Okay. Donc là, moi, je suis dans une réalité où on me demande que pour un permis de travail qui a été prolongé d'un an et demi, donc j'ai 1 an et demi, que je puisse faire 3 ans de travail. Comment je vais obtenir ces 3 ans de travail-là? Où est-ce que je vais les sortir? J'ai une amie, qui vient d'obtenir son permis de travail, qui n'est que de 3 ans. Mais sa branche d'études n'est très évidemment pas dans les catégories qui ont été citées. Elle peut faire la demande de PEC étudiant, mais il va falloir qu'elle aille travailler de toute façon pendant 1 année minimalement dans une des catégories. Pour obtenir du travail, même pour les Québécois et les Québécois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Chacun a ses réalités, comme j'ai dit. Ensuite de ça, quand tu es immigrant, il y a plein de couches qui s'ajoutent. Tu surveilles et les papiers du provincial et les papiers du fédéral. C'est lourd. Que de 3 ans. De PEC étudiant, et il va falloir qu'elle aille travailler. Je ne sais pas, je m'entends en écho là. Peut-être qu'il y a un problème, mais il y a peut-être quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Chacun a ses réalités, comme j'ai dit. Ensuite de ça, quand tu es immigrant, il y a plein de couches qui s'ajoutent. Si tu surveilles. Donc, moi, ça fait le tour de la question pour moi. J'avais pas plus à dire parce que c'est très déboussolant. Honnêtement, je suis vraiment découragée. J'ai l'impression que moi, je vois la chose comme un tableau. Comme j'ai dit, l'immigration, quand on arrive, il y a des réalités, il faut s'adapter. Puis quand quelque chose comme ça encore vient s'ajouter, honnêtement, moi, j'ai le goût que le Québec veut pas de moi. Je le cacherai pas, moi, c'est l'impression que j'ai. On me dira non, tu vas vite en besogne, mais pas tout le monde dans le même sac. Mais dans ce cas-là, justement, il faudrait qu'on nous rejoigne dans la lutte, puis que la population québécoise, mais aussi les immigrants, même ceux qui ne sont pas touchés, puissent nous rejoindre dans la lutte pour pouvoir renverser cette vapeur-là, comme on peut le dire. Mais c'est vraiment compliqué, ça crée beaucoup d'angoisse. Et justement, il y a 2 jours de cela, j'étais en rencontre avec des personnes qui ont une organisation qui accompagne, qui s'appelle Taisez-vous, THESEZ-vous, avec un point d'interrogation, qui accompagne les personnes du second cycle universitaire dans la rédaction. Et ces 2 personnes-là me parlaient de toute l'angoisse que ce projet de réforme-là est en train de créer chez les étudiants étrangers du 2e cycle qui ont des rédactions qui apportent beaucoup au niveau de leur intelligence, mais aussi parce qu'elles travaillent de toute façon pendant leurs études. Et aujourd'hui, elles sont bloquées. Donc moi, je veux juste appeler tout le monde à se manifester, à nous accompagner là-dedans, puis à vraiment faire changer les choses. Parce que, ce projet de réforme-là est vraiment, c'est incohérent. Mais en plus de ça, c'est une trahison parce qu'il y avait des promesses qui avaient été faites. Il y avait plein de consultations qui avaient été faites. Donc, pourquoi faire des consultations si au final, on ne nous écoute pas? Moi, ça fait le tour de la question pour moi. Oui, Madame Tcheïdé, merci de toute cette explication, cette mise en lumière de votre situation qui sûrement reflète la situation de beaucoup d'autres personnes dans le domaine dans lequel vous êtes. Et sûrement, beaucoup se posent la question où se trouve le nœud du problème. Mais avant d'arriver à ça, on va donner la parole à Monsieur Michael pour qu'il puisse s'exprimer sur le point. Juste avant que Michael, tu ne prennes la parole, vu que moi, j'ai d'autres occupations, je vais devoir vous laisser, mais ça m'a fait très plaisir de pouvoir faire cette brève apparition, ce bref passage. J'espère que ça va toucher plein de gens. Puis merci beaucoup, Diaspo. Merci à tous. Puis merci à ceux qui nous regardent aussi. Bye bye. Bye, Sarah. Merci, bye bye. Alors, Monsieur Michael, à nous. Oui, écoute, je remercie encore Diaspo de nous donner ce temps de parole qui est somme toute importante là pour exposer tout l'enjeu de la réforme du PEC. Sarah parlait du fait que beaucoup de gens étaient touchés justement par cette réforme à différents niveaux. Et il est vrai qu'il faut quand même reconnaître qu'on a tous à perdre avec cette réforme. Évidemment, les immigrants ont à perdre. Certains ont vraiment vont vivre des choses dramatiques avec cette réforme si on fait rien. Et je dirais même que celui qui va perdre le plus, dépendamment en fait de comment on considère la chose, c'est le Québec.
réforme-là, elle va nuire surtout au Québec dans son ensemble et pour l'avenir, son avenir également. Donc, ce que je peux te dire là, en fin de compte, écoute, c'est que la réforme, elle est incohérente là, à plus d'un titre. Je m'étalerai pas là, mais il faut dire que d'une part, elle va à l'encontre de la vocation principale du PEC, qui est censée être une voie accélérée vers la résidence permanente, elle l'a dit Sarah. Mais au-delà de ça, ça cadre pas du tout avec la durée du permis de travail et des permis de travail qui existent. Il y en a plusieurs. On parle par exemple des permis vacances-travail là qui vont jusqu'à 2 ans. Donc la plupart des permis sont rarement au-delà de 2 ans. Or, on demande aujourd'hui pour les travailleurs d'avoir une expérience de 3 ans. Donc, ça ne cadre pas du tout, encore une fois, et inévitablement, ça va multiplier les statuts temporaires dont on sait qu'ils sont des vecteurs de précarité. Puis, c'est également le cas pour les étudiants, parce que on ne l'a que trop dit, en fait, cette réforme va avoir pour effet d'obliger les étudiants à travailler, donc pour les universitaires, 1 an, dans les catégories A, B ou 0, qui sont des domaines plus qualifiés, qu'on entend plus qualifiés, je dirais. Puis, inévitablement, avec les délais qui s'ajoutent, Sarah l'a dit, on passe de 20 jours à 6 mois pour le CSQ, mais en fait, il faut penser au permis de travail post-diplôme qui prend un délai de traitement de 4 à 5 mois. Ensuite, il faut chercher son travail. Ensuite, il faut faire l'expérience d'1 an. Ensuite, il faut faire la demande de CSQ qui prend 6 mois et la résidence permanente qui prend 18 mois minimum. Avec tout ça, on est bien au-delà des délais d'un permis de travail post-diplôme de maximum 3 ans. Puis ça, c'est sans parler, je pense, c'est sans parler des DEP, je dis ça, là, c'est les gens qui font des diplômes d'études professionnelles, eux n'ont qu'une année de permis de travail post-diplôme, alors que devine quoi, on leur demande 2 ans de travail dans la nouvelle réforme. Ah, ça ne tient pas debout du tout. Donc peut-être je laisserai réagir aussi un petit peu Ibrahim là pour qu'il ajoute des choses là-dessus. Voilà. Ouais, je pense que c'est vu sous cet angle-là, c'est vrai que il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent selon la présentation. Je vais quand même laisser M. Ibrahim réagir. Bien, merci Florent. Alors donc, je pense que Mika et Sarah ont bien exposé un peu c'était quoi la réforme et pourquoi nous sommes contre. Alors moi, je vais aborder peut-être un autre angle, peut-être le cas par exemple des doctorants. Vous voyez que avant cette réforme-là, il faut dire, avant la moitié de novembre 2019, il y a eu une réforme en juin. En juin 2019, qui est passée sous silence. Et cette réforme-là venait supprimer la possibilité pour les doctorants de candidater au programme d'expérience québécoise après, à la moitié de leur parcours, donc après l'examen 2. Et là, novembre 2019 vient, il y a une réforme même qui avait supprimé la plupart des programmes de doctorat. Et maintenant, cette réforme de mai 2020, alors ce qu'elle fait actuellement, c'est que là, on demande aux doctorants de travailler, et tous les universitaires de travailler 1 année d'expérience après leurs études. Alors qu'un doctorat prend environ 4 à 5 ans. Et pendant 4 à 5 ans, vous travaillez au Québec. Vous travaillez comme chargé de cours, vous travaillez dans les centres de recherche. Vous travaillez même souvent, vous avez des postes, des services souvent dans d'autres ministères ou dans d'autres services où vous pouvez déjà travailler en temps partiel ou en temps plein en été. Alors, ce que le gouvernement fait, il vient balayer du revers de la main l'expérience que les doctorants ont pu cumuler et tous les autres étudiants pendant leur séjour au Québec. Qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsqu'on demande à un doctorant de travailler 1 année d'expérience, à 1 année d'expérience après 4 ou 5 ans d'études, il faut ajouter les 6 mois pour avoir, parce que le délai de traitement est passé de 20 jours, comme l'a dit Sarah, à 6 mois. Donc, 1 an, tu ajoutes 6 mois dessus. Et puis, il y a le délai d'attente pour la résidence permanente qui fait 2 ans. Donc, du coup, on se retrouve à 3 ans, 3 ans et demi, environ 4 ans avant d'avoir une résidence permanente. Donc, en fait, c'est même 6 ans et demi. 6 ans et demi que ça peut jusqu'à 6 ans et demi, là. Ah ouais. Mais c'est ça. Donc, après le doctorat, donc ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 ans pour avoir la résidence permanente. Donc, tu vois qu'un doctorant, quelqu'un qui arrive, ça lui prend quasiment 10 ans pour quitter la précarité. Alors, donc, quand les gens disent que cette réforme, ce qu'ils demandent, c'est très raisonnable, ils demandent juste 1 année d'expérience. Moi, je dis à Simon, non, ce n'est pas 1 année d'expérience que tu demandes. Tu imposes 5 ans de précarité aux étudiants, aux doctorants. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et là, encore, un autre point encore, c'est pourquoi nous luttons contre cette réforme.
Tu te rappelles que je viens de vous dire qu'en juin 2019, il y a eu une réforme qui est passée sous silence. Donc, qu'est-ce qui nous prouve que si celle-là passe, au bout de 3, 5, 6 mois, il ne va pas nous ramener encore une autre réforme? Voyez-vous, donc il faut vraiment les stopper là. Et c'est pour effectivement, Ibra, tu as raison de le dire parce qu'en fait, le collectif craint même que si on ne fait rien maintenant, le ministère de l'Immigration va peu à peu détricoter le programme. D'ailleurs, c'est à l'instar des slogans qu'on voit dans les manifestations. On dit, Monsieur Jolin Barrette tue le PEC, littéralement. Puis en fait, il est en train de vider de son sens ce programme. Déjà, le volet étudiant n'existe même plus dans sa nouvelle réforme puisqu'il faut aller travailler 1 an après. Puis le risque qu'on dénonce, nous, le collectif, c'est qu'on pense qu'après ça, il risque de faire une autre réforme pour conditionner l'obtention du PEC à l'obtention d'un emploi en région. Et donc, quand tu n'auras pas de garantie d'avoir un emploi en région, tu ne pourras jamais demander ton CSQ ou l'obtenir. Donc, en fait, on le sait puisque c'est quelque chose qui a transparu dans son discours d'annonce de la nouvelle mouture du PEC. Et qu'il n'arrêtait pas de parler des besoins en région, qu'à terme, c'était pour aller combler ces besoins-là. Donc, on est quasi sûr là que c'est une orientation que le ministère va prendre dans très peu de temps. Ça peut être l'année prochaine. On ne peut pas trop se prononcer sur la durée que ça va prendre, mais c'est dans les plans du gouvernement là. Puis, Ibra, il y a une chose qui est très importante à rajouter, c'est parce que parmi toutes les barrières à l'intégration des doctorants dont tu as parlé, l'effet le plus insidieux de cette réforme, c'est qu'elle nous force à réaliser l'expérience de travail requise là, dans nos domaines respectifs. Car les catégories A, B ou 0 et comprennent que des domaines qui sont plus sélectifs. J'entends par là que c'est bien beau de dire on ne vous restreint pas la possibilité d'aller dans d'autres domaines, mais en réalité, les catégories A, B ou C, A, B ou 0 sont des catégories qui comprennent des emplois pour lesquels il faut un diplôme précis pour travailler. Donc en général, tu vas travailler dans ton domaine, ce qui fait que les doctorants là, sans preuve de résidence permanente, il faut savoir qu'ils n'auront aucun débouché pour atteindre les exigences de la nouvelle réforme, car les emplois les emplois, par exemple, en enseignement qu'ils peuvent convoiter en tant que doctorants, ou bien les emplois du gouvernement, dans lesquels il y a beaucoup de recherche également là dans la fonction publique, ces emplois que les doctorants pourraient convoiter pour réaliser ces exigences-là de la nouvelle réforme, eh bien ils pourront pas postuler parce que en réalité, sans la résidence permanente, tu ne peux ni enseigner ni travailler au gouvernement. Ça, il faut la rajouter aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut parler littéralement d'une impasse. Cette réforme, elle met les doctorants devant une impasse en fait. Voilà. Une impasse qui sûrement ne présage pas de bonnes choses pour l'avenir des étudiants et encore moins pour les nouveaux travailleurs. J'aimerais écouter d'abord Madame Del Blondo. Flore, qui est, je crois, au DEP. Flore, on va écouter Flore pour qu'elle nous dise. On n'entend pas très bien Flore. Ah, le micro est fermé. Attendez, je vais vous ouvrir votre micro. Le micro, il est fermé. Flore, c'est c'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, Flore, bienvenue. Oui, merci. Je suis un peu en retard parce que je reviens justement de la manifestation qu'il y a eu à Montréal contre la réforme. OK. Donc, moi, oui, on était encore nombreux, donc c'est bien. Le mouvement continue. J'ai voulu être présente parce que j'avais peur qu'il y ait moins de monde au fur et à mesure des semaines, surtout que maintenant les débats parlementaires sont finis, mais les gens continuent de se mobiliser, donc c'est vraiment une bonne chose. Ouais, j'ai vu qu'il y avait du monde. Hein. Oui, vraiment. Alors, voilà, je sais pas de quoi vous avez parlé avant, donc peut-être au risque de me répéter. Donc moi, ma situation, je suis en DEP joaillerie, je suis bijouterie joaillerie, je suis joaillère. Je viens de finir cette semaine, donc je suis parmi les chanceuses qui peuvent envoyer leur demande de CSQ avant le passage de la loi, mais je pense à tous ceux que ce ne sera pas le cas au vu du Covid, surtout à cause du Covid, parce que, par exemple, mon cas, je devais finir le 15 avril ma formation et j'étais en stage et quand le Covid est arrivé, donc mon stage a été interrompu. J'ai pas pu finir ma formation à temps. Dans ma chance, à la réouverture des magasins non essentiels, j'ai réussi à retrouver un stage qui a bien voulu
me faire terminer mes heures manquantes et pouvoir finir ainsi ma formation. Mais je pense à beaucoup de gens que la Covid a bloqué leur cursus de DEP et qui vont devoir faire leur stage en automne ou poursuivre leurs cours en automne et ne pourront pas finir à temps. Et donc, ils vont tomber sous les nouvelles conditions de la réforme. Et c'est vraiment injuste, mais de toute façon, c'est injuste ainsi pour les personnes qui vont arriver plus tard. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, en DEP, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a un permis post-diplôme. Il peut être de 1 an si on fait un DEP de 1 an, jusqu'à 3 ans si on fait un DEP de plus de 2 ans. Okay. Et on nous demande une expérience de travail de 2 ans et non de 1 an comme pour les diplômes universitaires. Donc, on nous demande une expérience de 2 ans, ce qui sera impossible pour ceux, bien évidemment, qui auront un permis de travail ouvert de 1 an et qui sera juste pour les autres parce que, admettons que j'ai un permis de travail de 2 ans ou 3 ans, il faut que je trouve un emploi directement après mon diplôme. Je n'ai pas le temps de rien faire. Il faut que je trouve un diplôme qui soit dans ma catégorie, soit dans les catégories A0, OAB. Et il faut savoir que la majorité des DEP ne sont pas dans ces catégories-là. Par exemple, moi, en tant que joaillère, je suis dans la catégorie B si je travaille comme réparatrice en bijouterie. Mais il faut savoir que c'est un métier où il faut se faire connaître. Donc, souvent, on va commencer dans une bijouterie comme vendeuse et ça, c'est pas calculé. Donc, là, on perd du temps, on perd des semaines. Et bien évidemment, on va arriver au terme de ces 2 ans et de ces 2 ans de permis de travail ouvert et on n'aura pas cumulé ce qu'il faut pour la nouvelle réforme du PEQ. Donc, on se retrouve vraiment bloqué. Et puis, même si, admettons, par chance, on trouve ce métier tant demandé en catégorie B, qu'on fait les 2 ans non-stop, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas prendre de congé, parce qu'il faut faire les 2 ans à temps complet, c'est-à-dire pas de retour pour aller voir la famille. Moi, par exemple, j'ai 30 ans, je ne peux pas penser à fonder une famille ou quoi que ce soit, c'est 2 ans temps plein. Donc, admettons que je le fais. J'arrive là, et ben là, il faut que j'envoie mon CSQ et que j'attende encore 6 mois qu'il soit traité. Donc là, si j'avais un permis post-diplôme de 2 ans, et ben je vais devoir rentrer en France parce que on n'a plus de statut valide au Canada au niveau fédéral. Si j'avais 3 ans, ben je suis juste. Donc c'est vraiment ça donne une précarité qui est quand même très intense et après des années d'études, avoir encore cette précarité-là c'est complètement aberrant. Donc voilà. C'est inacceptable. Oui, c'est inacceptable. Je pense. Allez-y. Non, allez-y. Non, je vous laisse finir d'abord votre laïus. Je pense que… oui, je voulais juste finir aussi sur un point qui est important et qu'il faut savoir. Quand on est en DEP ou étudiant, on a le droit à un permis de travail de 20 heures par semaine quand on est étudiant à temps plein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis que j'ai commencé ma formation, je travaille en bijouterie. Je suis vendeuse en bijouterie. Et avant ça, j'étais en PVT et je travaillais déjà. Donc, ça fait depuis 2016 que je travaille ici. Mais malheureusement, les 2 dernières années, je n'ai pu travailler que 20 heures semaine. C'est une obligation, c'est dans le permis d'études, c'est comme ça. Et là, on nous demande une expérience de travail de 2 ans à temps plein. Okay. Mais ça fait déjà 2 ans qu'on travaille. Je veux dire, c'est injuste qu'on nous demande, comment dire, il dit qu'on n'est pas intégré, qu'on n'a pas d'expérience de travail, mais on en a une. Et elle n'est pas à temps plein, certes, mais c'est parce qu'on ne nous laisse pas la possibilité qu'elle soit à temps plein. Ce n'est pas grave, mais on ne peut pas nous dire qu'on n'a aucune expérience. C'est pas vrai.
On travaille dans nos domaines ou dans d'autres domaines, mais on s'intègre. On ne fait pas que étudier. Et les études, c'est aussi un travail. Donc, d'où, voilà. Comme Madame Thiaïdé et comme Monsieur Michael, ça se voit à travers la présentation des faits par votre expérience personnelle que il y a vraiment raison peut-être de manifester, et c'est l'une des raisons pour laquelle sûrement demain vous donnez rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent et qui sont à Québec ou aux alentours de Québec de ne pas manquer de venir manifester contre ce PEC. Nous avons notre collaborateur, Monsieur Dr Yatson, qui est là et qui a sûrement une question, une ou deux questions pour vous. Dr Yatson? Tout d'abord, bonsoir Florian, bonsoir nos invités. Je m'excuse moi aussi de mon retard parce que je vous ai pris en cours d'émission. J'ai eu le temps d'écouter tous nos invités qui se sont présentés, qui ont parlé de leur situation, de leurs préoccupations qui sont tout à fait légitimes dans cette situation de réforme qui fait à tout le moins graisser les dents. C'est le moins que l'on puisse dire. Moi, la première question que je vais poser à nos invités, comme ça là, selon vous, quelle est la perception? Parce que depuis là, on parle beaucoup du point de vue des étudiants étrangers. Mais quelle est selon vous la perception des Québécois face à cette réforme, à votre avis? Je commence, c'est ma première question. Si je peux dire un point. Donc, moi, je suis avec un conjoint québécois. Donc, si vous vouliez savoir quel est le point de vue des Québécois sur cette réforme. Sur cette réforme, oui. C'est cool. Okay. Je suis entourée de beaucoup de Québécois dans mon entourage. Et ils ne trouvent pas ça normal du tout parce qu'ils savent à quel point on est intégré. J'avais mis une affiche justement quand je n'avais pas pu aller à la manif il y a 2 semaines où j'avais marqué nous ne sommes pas juste des immigrants, on est aussi des amis, on est des conjoints, on est des collègues et ça ils le savent. Et moi, mes collègues de mon travail me soutiennent, ils sont tous québécois. Mon conjoint me soutient, ce qui est normal. Mes amis québécois aussi, ils trouvent ça vraiment injuste. Ils savent à quel point on fait des efforts, ils savent tous les sacrifices vraiment qu'on fait. Mon conjoint, il voit le stress que j'ai à remplir les documents rigoureusement pour ne faire aucune erreur, à respecter toutes les conditions que nous imposent nos visas, à essayer de s'intégrer parce que c'est pas toujours facile. Par exemple, moi, je suis très proche de ma famille et pourtant, voilà, je suis loin avec la Covid, c'est difficile, mais on est fort et on continue à s'intégrer et ils savent tout ça et franchement, ils sont vraiment derrière nous. Donc ça, je trouve pas que cette réforme reflète vraiment l'opinion des Québécois. Merci. Et puis, ce que je voulais ajouter là-dessus, si vous vous rappelez, en novembre dernier, lorsque nous sommes rendus à l'Assemblée nationale raconter les témoignages, le Québec était ému. On a reçu plusieurs messages de nos amis qui ne savaient pas quelles étaient nos réalités. Donc, avec ça, on a pu avoir beaucoup de Québécois avec nous. Et même actuellement, dans cette lutte, on a beaucoup de Québécois. On a notre collègue Ismaël. Et même, je ne sais pas si vous vous souvenez, la manifestation en novembre, au cours de laquelle on a rencontré le Premier ministre pendant qu'il était en campagne. Cette manifestation a été organisée par une Québécoise. C'est elle-même qui l'a organisée et puis elle nous a invités là. Alors, donc, on a beaucoup de Québécois avec nous. Et comme l'a dit Flore, nous sommes des voisins, nous sommes des collègues, nous sommes des conjoints, conjointes. On a des projets ensemble. Donc, il y a plein de Québécois qui nous voient partir. Et là, je pense que le gouvernement même, c'est une balle dans le pied parce que en nous mettant dehors, et là, je crois, il y a Mika qui le dit souvent, mais le gouvernement n'est pas bien, leur action n'est pas bonne pour la réputation du Québec à l'extérieur. Et même les Québécois même n'auront même pas l'envie de la reconduire. C'est ce qui arrive. Mais et c'est pas ça, mais je pense qu'aucun, en tout cas de tous ceux avec qui je parle là, aucun n'approuve l'initiative de ce gouvernement, aucun n'approuve cette réforme-là. Non, moi, souvent, quand j'en parle avec des amis québécois, ils se dissocient complètement de ce gouvernement. Je veux dire, il fout la honte, ce gouvernement aux Québécois. Je veux dire, là, c'est littéralement, c'est problématique. Hein. Ils disent, moi, j'ai rien à voir avec eux. Et le problème, c'est qu'en même temps, c'est quand même le gouvernement.
Donc, ses actions ont des sacrées répercussions sur la société québécoise. Et donc, avec des réformes comme celle-ci, avec d'autres réformes liberticides là qu'ils essayent de passer, ils sont en train de saper complètement en fait le Québec, la convivialité du Québec, le vivre ensemble. Je cite à peine la loi 21 là, voilà, mais vous voyez de quoi je veux parler. Donc, c'est très problématique en fin de compte puisque ce gouvernement ne respecte pas les valeurs québécoises, vraiment pas. Donc, il y a matière, évidemment, à aller vers des changements politiques dans le futur. Je ne pense pas que ce gouvernement sera reconduit parce qu'il a fait trop, il a trop nuit au gouvernement. Michael. Oui, vous m'entendez? Non, c'est moi qui suis perdu. Ah, c'est vrai. Est-ce que tu m'entends là? Yannick? Ah, je vois qu'il est figé. Je pense qu'on a perdu Yannick, je crois. Okay. On a perdu Yannick. Tout simplement. Tu peux continuer parce qu'on ne va pas s'arrêter, il va nous prendre en marche. Oui, il pourra revoir la vidéo. Non, non, je plaisante. Mais en fait, c'est ça, quand on dit que ça nuit au Québec, c'est parce qu'en fait, là, il y a une incohérence, c'est la plus grande incohérence qu'il y a dans cette réforme, c'est que les besoins en immigration, ils sont forts au Québec, notamment pour une question de main-d'œuvre. On ne veut pas simplement s'arrêter à considérer les immigrants comme des bouche-trous pour la main-d'œuvre, évidemment, parce que ça, on le dénonce aussi, c'est de la marchandisation. Mais évidemment, on ne peut pas nier que la politique québécoise, elle tourne autour de l'immigration pour relancer l'économie, voilà, et pour essayer de pallier au fait que les baby boomers ils sont en train progressivement de sortir du marché du travail, entre autres. Donc ça, faut le noter. Et une réforme telle que celle-ci, elle fait tout l'inverse que d'attirer des éventuels candidats à l'immigration. Elle les rejette en fin de compte premièrement, parce que ceux qui sont là vont pas rester, d'une part, et deuxièmement, ceux qui voudraient venir ne viendront plus. Voilà, parce que ils n'ont pas envie de mettre, comme le disait Ibrahim, 5 ans, en fait, beaucoup plus de temps qu'il est nécessaire. S'ils vont dans une autre province anglophone du Canada, ils seront beaucoup mieux accueillis. Les conditions sont beaucoup plus humaines. Et je pèse mes mots. Le processus d'immigration a un visage beaucoup plus humain dans d'autres provinces canadiennes. Alors, là, elle est là l'incohérence en fin de compte. Donc, on le sait très, très bien que tout ça… Je veux dire, le gouvernement rivalise de mauvaise foi parce que il essaye juste de suivre un agenda politique. Là, il a été élu avec un certain programme de baisser les seuils d'immigration. On le sait. Maintenant, il nous explique que à cause de la pandémie, il vaut mieux garder les places sur le marché du travail pour les Québécois à cause du chômage qui va augmenter. Sauf que il y a un petit détail qui l'échappe là, ce gouvernement, c'est que en fait, il n'a pas donné la PCU aux étudiants étrangers. Donc, ces étudiants-là, c'est ceux qui sont obligés d'aller au front tout l'été, même plus longtemps, parce que tout simplement, ils ont les poches vides et ils sont obligés d'aller chercher de l'argent pour payer leurs frais de scolarité. Frais de scolarité qui, en passant, sont très souvent augmentés et qui vont être amenés dans le futur à être déréglementés. En fait, c'est déjà le cas, mais je veux dire, ça va être pire dans le futur certainement, parce que les étudiants internationaux sont les coffres-forts des universités, on le dit souvent, et donc inévitablement, pour réunir 18 000 $, eh bien, ça tombe pas du ciel. Donc, il faut aller travailler. Donc, il faut aller s'exposer en première ligne dans les services essentiels. C'est ce qu'ont fait les immigrants, et c'est les catégories C et D d'ailleurs. C'est toutes les catégories C et D qui sont exclues de la nouvelle mouture du PEC que je voulais ajouter là, parce que c'est quand même pas rien. Mais voilà. C'est ça tout le paradoxe avec ce gouvernement. Tu vois, M. Legault qui dit, OK, ils sont les anges gardiens. On sent effectivement qu'il y a un manque criant de main-d'œuvre dans ces catégories-là. Et c'est là qu'il dit, OK, là, ne viennent pas travailler là. Donc, quelque part, il est comme l'ennemi même du Québec. Et si les personnes ne vont pas travailler dans les CHSLD, etc., comment ils vont sauver ces aînés-là? Comment ils vont sauver ceux qui ont bâti le Québec? De quoi il me parle? On voit toute les logiques, en fait, derrière ces actions-là. Alors là, je vais réagir à un commentaire sur ce live-là. Il y a quelqu'un qui dit que le gouvernement a été élu, en fait, à la base de ce programme-là. Mais on a remarqué pendant les élections que c'est un gouvernement qui méconnaît les réalités, l'immigration. On a vu plusieurs questions ont été posées à M. Legault, il ne savait même pas c'était quoi l'immigration. Et on a vu encore avec cette réforme que Simon Jolin Barrette ne savait même pas de quoi il s'agissait. Avec une liste qui n'était même pas d'actualité. Donc, on sent que ce gouvernement ne maîtrise même pas les dossiers. Vous voulez gérer l'immigration,
le PEC fonctionne très bien. Le PEC existe depuis 2019 et il fonctionne très bien. Les statistiques le démontrent. Mais ce n'est pas au PEC qu'il faut toucher. Il faut toucher à d'autres leviers. Mais c'est ça. Donc, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas c'est quoi l'immigration. Ils pensent que c'est juste des chiffres qu'il faut manipuler. Ils mélangent toutes les formes d'immigration et ils font des amalgames. C'est ça. Donc, ils utilisent juste des mots pour peut-être plaire aux Québécois. Mais ils n'ont pas choisi le bon levier, la bonne action. Ce n'est pas au PEC qu'il faut toucher. Et c'est ce que nous leur disons actuellement. Oui, tu sais, Ibra, tu peux même, moi là, je pense que tu peux tranquillement parler d'amateurisme, hein, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont parlé de ça. Hein. C'est de l'amateurisme, la manière dont ils ont fait cette réforme et même la réforme de l'automne dernier. Donc là, finalement, M. Jolin Barrette, une nouvelle fois, il sera obligé de retourner à la planche à dessin, là, comme il disait si bien l'automne dernier. Voilà. On espère. Moi, je pense qu'il faut définitivement qu'il abandonne cette réforme-là, parce que ça ne marche pas. Il nous a montré qu'il n'est pas compétent pour apporter une réforme au PEC. Donc, c'est au lieu de nous faire perdre le temps, qu'il nous laisse nous concentrer sur nos études, parce que on passe plus de temps à manifester qu'à étudier, comme le dit ma collègue Fanny. Oui. Ok, je dirais tout simplement, avant que M. Yatson ne reprenne la parole, que oui, il y a peut-être des manquements ou bien des modifications à apporter. On devrait peut-être plus se concentrer quelque part sur cette erreur et essayer de ne pas peut-être trop critiquer d'autres angles, parce que le but aujourd'hui, c'est vraiment d'interpeller le monde, qu'on sorte pour ce PEC-là afin d'amener le gouvernement à reculer encore une deuxième fois. Et c'est la raison pour laquelle nous vous donnons ce bon temps d'antenne afin que le monde puisse vraiment sortir. Monsieur Yannick, vous avez quelque chose à dire? J'aurais pu déjà répondre à M. Michael pour savoir pourquoi est-ce que la PCU n'avait pas été accordée aux étudiants étrangers ou encore, mais bon, je pense que ce n'est pas vraiment le point de la discussion, donc ça sera peut-être pour une prochaine fois. Aussi par rapport à les réponses qu'ils ont données concernant la perception des Québécois, moi j'ai lu beaucoup d'articles de journaux, Le Devoir, La Presse, même le Ottawa Post, je pense, oui. J'ai suivi LCN, RDI, et je peux vous dire que le point de vue des gens était complètement différent. Mais bon, ça c'est encore notre débat. Ma prochaine question pour les invités est la suivante. On a vu cette semaine le gouvernement reculer pour le projet 61. Pourtant, ils étaient majoritaires au Parlement, mais ils ont quand même reculé parce qu'on a fait pression sur. Alors, vous comptez faire quoi concrètement comme pression pour faire reculer le gouvernement une autre fois sur sa réforme du PEC? Ok, merci. Je pense que c'est une bonne question. Alors, c'est vrai qu'en novembre dernier, on avait beaucoup de soutien. On avait beaucoup de personnes qui ont donné la voix pour que le gouvernement recule. Alors, cette fois-ci, c'est sûr que c'est un projet de règlement. Du coup, le gouvernement a décidé de l'adopter. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il sort le 28 et il rentre en vigueur à partir du 28 juin. Nous, ce que nous faisons concrètement, on fait des manifs actuellement et on continue de monter la mobilisation, aller chercher toujours les partenaires. Aujourd'hui, actuellement, je pense que la manif vient de terminer, manif à laquelle Flore était. Il y avait une manifestation devant Radio-Canada pour faire attendre notre voix. Au début, quand on a commencé, on ne nous attendait pas. Les médias ne relayaient pas. Maintenant, peu à peu, les médias commencent à relayer nos manifestations. Et c'est ce qu'on va faire. Demain, on a une marche ici à Québec. Le jeudi encore, il y a une manifestation au ministère de l'Immigration. On ne va pas cesser de les emmerder jusqu'à ce qu'ils reculent. Et là, les manifestations vont aller grandissantes dans toutes les villes du Québec. On va continuer jusqu'à ce que le gouvernement recule. Oh, ça, je me fais confiance pour ça. C'est parce que j'ai l'impression qu'au début, ce qui s'est passé, c'est qu'on a minimisé cette réforme-là en disant que c'était juste 1 an de travail, donc pas grand-chose. Évidemment, on va tous travailler 1 an après nos études où on peut pas rester sans travailler. Et donc, les médias ont relayé cette information et ont vraiment... Ils ont fait exprès de mettre des clauses qui sont tellement compliquées. Et puis, c'est déjà très compliqué. Pour que ça mélange tout le monde. Comme, je ne sais plus c'est qui l'a dit tout à l'heure, les Québécois ne sont pas au courant de tout ça. Et c'est normal. C'est très complexe, l'immigration. Et donc, un journaliste, il va devoir vraiment regarder toutes les clauses, qu'est-ce qui a changé, tout ça. Donc, on a vraiment minimisé ça au début et ils ont joué sur ça vraiment à la télé, même Simon Jolin Barrette, de cette ignorance des clauses
pour minimiser la réforme. Et au fur et à mesure qu'on a protesté et les médias ont commencé à s'y intéresser un peu plus, et j'ai l'impression que cette semaine, vraiment, des articles sont vraiment sortis, qui sont sortis sont vraiment meilleurs parce qu'ils ont commencé à comprendre où était le problème. Moi, comme je vous l'ai dit au départ, on a décortiqué cette réforme et on a sorti toutes les contradictions qu'elle comportait, et elle était maillée de contradictions, et on vulgarise. Ça, c'est un moyen très concret d'expliquer en quoi on parle d'injustice. On vulgarise justement la connaissance. Et on va aussi étayer nos arguments sur des bases scientifiques, puisque tout ce qu'on dit, c'est le fruit déjà d'études universitaires dans différents départements, comme celui de la sociologie ou des départements de relations industrielles, par exemple. Donc, en fin de compte, c'est difficile d'amener le contraire quand on dit que, en fin de compte, cette réforme-là, elle rajoute des barrières à l'intégration des étudiants et des travailleurs internationaux parce que on leur donne une expérience de travail, on les contraint à intégrer un marché du travail qui n'est même pas encore adéquat par rapport à la diversité que comporte l'immigration. C'est-à-dire que oui, il faut parler aussi de discrimination systémique, puisque c'est un sujet d'actualité. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trouver d'emploi juste à cause de leur couleur de peau. Juste à cause de leur nom de famille qui sonne pas assez québécois. Et donc, nous, en gros, ce qu'ils disent avec cette réforme, c'est vous vous démerdez pour faire votre expérience de travail pendant 1 an ou 3 ans pour les travailleurs. On veut rien savoir de comment vous vous y prenez. Vous vous débrouillez. Et c'est vraiment une mesure néolibérale dans son essence parce que elle expose les travailleurs et les étudiants internationaux au marché tout puissant et à la loi du marché qui est impitoyable, en fait. Ça, elle change tout le temps. Elle change tout le temps, donc on reste dans la précarité permanente. Et oui, c'est ça, on n'est jamais sûr. C'est pour ça que dans un texte que j'avais écrit, je parlais du fait que les étudiants et travailleurs internationaux devaient toujours être vigilants. Voilà, ils ne peuvent pas se sentir sereins un instant là. C'est une forme de charge mentale aussi là qu'on traîne le boulet de la précarité. Je parlais, c'est ça là. C'est tous les jours et on traîne ça avec soi jusqu'à ce qu'on ait notre résidence permanente et un statut qui ne soit plus précaire. Donc ça, il faut le rappeler. Puis il y a une chose aussi j'essaye de répondre concrètement à la question qui nous a été posée des actions. Je pense qu'il faut qu'on rejoigne les acteurs de la société. Ça veut dire qu'il faut qu'on explique par cette vulgarisation dont je viens de parler pourquoi cette réforme, elle est contre leurs intérêts aussi et plus globalement contre l'intérêt du Québec. Par exemple, les universités. Je pense que vous imaginez très très bien avec tout ce que Ibrahim vous a expliqué dans cette vidéo que les doctorants là, va plus tellement y en avoir là qui vont venir de l'extérieur du Québec là pour faire leurs études supérieures. La recherche là, elle va mourir tout doucement au Québec après cette réforme. Moi, je vous le dis, là, il n'y a pas besoin d'être devin pour le savoir, parce qu'il y a personne qui ira s'emmerder à passer tout ce parcours c'est déjà un parcours du combattant, mais il y a personne qui va chercher en fait à aller au-delà de toutes les épreuves qui nous rajoutent sur le chemin. Je veux dire, c'est évident. Les études sont déjà un parcours du combattant en soi. C'est ça, voilà, c'est pour ça que je l'ai dit, c'est déjà un parcours du combattant et justement c'est ce qu'on répète au collectif éthique, parce que quand on nous dit que on fait pas d'efforts pour s'intégrer soi-disant et qu'on nous rajoute justement des conditions qui devraient servir à ça, ça tient pas debout non plus là. Puis tu l'as dit Flore, là on travaille pendant nos études, donc c'est des expériences. C'est ça, et puis on a aussi les expériences qu'on avait avant de venir ici. Par exemple, oui. Moi, j'ai ici on appelle ça une maîtrise, mais j'ai un master en France. Oui. J'étais monteuse audiovisuelle et on a travaillé avant, on a un CV. Et je veux dire, on n'est pas tous. Par exemple, j'ai 30 ans, j'ai un CV, j'ai des expériences et elles vont servir ici au Québec. Le gouvernement, là, il nous manque de respect, en fait. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça que le collectif, il dit. Parce que quand il nous dit l'immigration est un privilège et pas un droit, moi, ça me fait doucement rire parce qu'en fait, le Québec est l'un des seuls, le Canada, en fait, est un des seuls pays qui trie sur le volet son immigration. C'est une immigration qui est choisie. Oui. Donc, en fait, on veut nous faire croire qu'on nous fait une faveur, mais on ne nous fait pas la charité du tout. On vient nous chercher et nous, on accepte de venir selon certaines conditions. C'est comme ça que ça se passe au Québec, pas autrement. Donc, on veut nous faire croire autre chose quand on dit, soi-disant, il y a un privilège derrière tout ça. Non, moi, je vais rectifier l'affirmation. L'immigration au Québec est un droit. C'est pas un privilège, justement. Merci, Monsieur Michael. On a encore 10 minutes avant la fin de notre émission. Monsieur Yannick, je
Alors, c'était vous qui me dites. oui, bien sûr, je suis, les débats sont très intéressants. Moi, j'aimerais poser une autre question. D'ailleurs, c'est pas la première fois que je pose la question ici, sur Diaspora Interaction. Je pense que d'ailleurs, Ibrahim m'a déjà entendu parler de ça et j'ai eu à parler à d'autres occasions de ce point de vue-là. Là, le problème qui est posé depuis le début de l'émission et depuis tout ce débat, c'est un problème sur lequel les étudiants étrangers n'arrivent pas à devenir résidents permanents. Dans un contexte, enfin, tout le monde, on a difficulté à devenir résident permanent. Dans un contexte où, vous le savez tous très bien en tant qu'étudiant étranger, ne l'oublions pas, et je vais quand même le rappeler, qu'au moment de signer vos papiers pour votre permis d'études, vous étiez engagé à rentrer dans votre pays à la fin de vos études. Et c'est toujours ce petit point-là que le gouvernement utilise pour faire toutes les réformes. Mais peu importe. Est-ce qu'on ne pose pas le problème un peu à l'inverse? Est-ce que dans le fond, le plus important pour vous et pour nous, parce que nous sommes tous des immigrants finalement, ce n'est pas d'arriver ici au Québec étant déjà résident permanent avant de faire les études et on éviterait toutes ces formes de problèmes-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Okay. Je pense que, là, je pense que on a, comme tu l'as dit, déjà eu l'occasion d'en discuter. Je pense que Mika l'a abordé peut-être brièvement. L'argument de vente à l'extérieur, quand on dit aux gens venez étudier au Canada, il y a certes, la scolarité coûte un peu cher, mais on nous dit qu'il y a possibilité, dès que vous finissez, d'avoir votre résidence permanente. Donc, c'est ce qui fait, c'est cette facilité qui fait qu'on vient directement comme étudiant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, OK, au lieu de venir avec ta maîtrise de là-bas, les résidents permanents qui viennent ici, souvent, ils sont obligés d'étudier encore. Ils viennent comme résidents permanents, mais ils viennent étudier encore. Donc, on se dit, OK, on vient, on va étudier, on a le diplôme d'ici, on a la chance de s'intégrer dans cette société-là, parce qu'on a une formation d'ici, et puis là, on a la facilité d'être résident permanent. C'est pourquoi on vient. Et là, on vient sur le carreau. Là, le gouvernement ne fait ça croire que non, il ne nous a pas promis ça. Mais non, il y a un contrat social et c'est le contrat qui est brisé. C'est ça, c'est un contrat. Et puis ce contrat, il existe bel et bien en fait, hein, parce que quand il faut savoir qu'il y a des campagnes de recrutement hein, qui sont Québec International là, qui justement ont ce mandat-là, ils vont littéralement à l'étranger là pour faire venir les travailleurs, travailleuses. Hein. Et quand ils ont leur stand, sur leur stand, la moitié des documents, c'est des documents sur les programmes d'immigration quand même. Hein. Donc, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face là et reconnaître à un moment que le Québec investit massivement dans ces campagnes de recrutement. C'est du marketing qui est fait là. Et je pense que c'est reconnu par tout un chacun là dans la société. Si je peux renchérir pour préciser ma question, mais la question n'est pas dire qu'il ne faut pas immigrer, mais peut-être d'immigrer différemment. Vous avez pris l'exemple du doctorant qui arrive ici. Hein, il doit faire toutes les démarches pour pouvoir avoir son statut. Il doit payer les frais de scolarité en n'en plus fini. Il doit faire les démarches pour trouver une bourse. Et après, dès qu'il devient dans son doctorat, pour travailler dans le gouvernement, c'est compliqué. Avoir un post-doctorat, c'est difficile. Pourtant, s'il immigrait ici, mais étant déjà résident permanent, il n'aurait pas toutes ces barrières-là. Il ne paierait pas autant en frais de scolarité et il pourrait postuler pour les postes d'emploi au gouvernement ou les emplois ABC et 0 dont on parle. Tu sais, on y était au départ. Peut-être qu'il faut immigrer autrement. Tu sais, en fait, c'est juste pour te dire que ça, là, ce que tu dis, c'était la formule de départ. Parce qu'il faut nous rappeler que dès le début de la création du PEC, les doctorants pouvaient demander leur CSQ et donc leur résidence permanente au tout début de leur doctorat. Au tout début. Après, ça a été à la moitié du doctorat. Ensuite, on leur a enlevé ça et ils ne pouvaient rien faire. Ils se sont laissés complètement flouer leurs droits, là, si je peux dire comme ça. Et maintenant, on leur dit, vous avez eu le droit donc de le faire à la fin, mais on vous rajoute une expérience de travail. Et je crois que les doctorants, c'est vraiment ceux dont on s'est le plus foutu de… Voilà, tu me comprends. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. Mais je voulais dire aussi, du coup, je me suis mêlée parce que je voulais parler avant que tu parles. Je voulais dire donc on nous promet des choses peut-être, mais par exemple moi j'ai un chemin différent. Je suis venue ici en touriste, donc j'ai connu quelqu'un, je suis revenue ici. C'est pas une école qui m'a promis la résidence permanente. Je suis tombée amoureuse du Québec au fur et à mesure de ma vie ici, et donc je voulais dire, comme quand on vient en étudiant ou en travailleur, c'est sûr qu'au début, on signe un papier en disant qu'on va repartir à la fin. Mais il faut savoir qu'on commence une vie ici.
et tout ce qui va avec, pas seulement les études ou pas seulement le travail. Et on commence à se construire ici. Et puis, ce programme-là, il est marqué justement qu'il nous permet de continuer cette vie-là si elle nous plaît. Et là, on nous brise les rêves et c'est ça que je voulais rajouter, quoi. On ne vient pas juste là en se disant bon, ben, je vais avoir la résidence permanente, je vais faire telle étude, je vais faire tel travail. Non, on construit vraiment une vie. OK. J'aurais une dernière question pour vous, si c'est possible. Ensuite, après cette question, on va clôturer. C'est ma dernière question. En fait, je crois que oui, allez-y, allez-y. Attends, on a un collègue qui va nous rejoindre tantôt. Il y a Lamoussa Diabaté qui va venir dans les minutes qui suivent. Je pense qu'il aura le temps de lancer. Elle a eu le lien. Elle a le lien? Oui, Lamoussa Diabaté, il a le lien. Il va nous rejoindre dans pas longtemps. OK, parfait. Allez-y. Ma dernière question, enfin, pour l'instant, je peux vous poser plein de questions, mais oui. Finalement, on se rend compte que ça devient de plus en plus compliqué d'étudier au Québec et d'avoir à la fin un statut de résident permanent. Alors, pendant que le Québec est en train d'adoucir ces conditions, il y a d'autres provinces, comme l'Ontario, comme le Nouveau-Brunswick, par exemple, qui sont les provinces frontalières, pour ne citer qu'elles, qui, eux, assouplissent leurs conditions. Oui. Alors, vous me voyez venir, est-ce que pour les étudiants étrangers, on peut envisager d'étudier ailleurs qu'au Québec, surtout qu'on peut étudier en français ailleurs qu'au Québec? Et c'est sûr. Je pense que on n'aura pas le choix. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu vois quelqu'un qui vient, qui fait 5 ans. Moi, ça fait 5 ans que je suis au Québec. Donc, j'ai des amis, j'ai des projets. Je commence à penser même comment... C'est ça que je voulais dire tantôt. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'avec ça, tu me demandes de laisser 5 ans de relation, 5 ans d'expérience, 5 ans de connaissance du marché, de l'environnement, des organisations ici, et pour aller reprendre encore. C'est ça le problème. Non, je parlais plus pour les prochains étudiants étrangers qui veulent venir au Canada. Clairement, je pense que le permis d'études, ça c'est quand même un permis d'études qui est pour le Canada. C'est ça. C'est ce que tu. Et dans la perspective d'un étudiant étranger qui se dit qu'à la fin de mes études, je veux rapidement devenir résident permanent. Clairement, là. Tu te rends compte que le Québec, c'est compliqué, alors qu'au Nouveau-Brunswick ou en Ontario, c'est plus assouplé. C'est encore pas de la réputation du Québec à l'étranger. Voilà, avec ce qui se passe, personne, le Québec n'est plus sûr. Personne ne veut venir au Québec. Et si cette réforme passe, c'est sûr que le Québec sera évité prochainement. Et c'est là que le gouvernement se met une balle dans le pied. Et là, il y a d'autres pays qui vont partir. Nous qui sommes là, il y a plein d'autres qui vont partir. Justement, je me rappelle de quelque chose. Quand je suis rentrée en France l'année dernière, j'ai vu qu'il y avait de nombreux magazines sur venir immigrer au Canada, au Québec, nous disant que vraiment ça promettait un avenir au Québec, un travail. Ils ont vraiment travaillé là-dessus, là, sur le rabattage, comme on disait. Canadian Dream. Voilà. Et là, donc c'est sûr que les nouveaux ne vont plus venir au Québec. C'est sûr. Oui, il va plus y avoir cette promotion-là. Ça va plus être possible. Ou alors ce serait hypocrite. J'étais surpris de voir même que dans d'autres provinces canadiennes, ils donnaient des points dans la grille là, de pointage pour les gens qui parlent français. Donc c'est le cas là, je vous l'assure. Et puis si tu as eu une expérience dans une autre province que celle dans laquelle tu émigres, tu as des points aussi. Donc ceux qui auront fait 4 ans au Québec, ils auront un maximum de points pour aller dans une autre province qui est plus accueillante que le Québec. C'est ça qu'il faut dire aussi là. Donc en gros là, cette réforme, elle va à l'encontre d'une attractivité en fait des migrants. Mais ce qu'il faut préciser, c'est vraiment que c'est pas les Québécois qui pensent ça vraiment. Oui, c'est juste important. Cette réforme et ce gouvernement et cette réforme qui représente ça. Et puis c'est dommage parce que je ne pense pas que les Québécois soient heureux que l'on pense ça et que l'on pense aller ailleurs et qu'ils ne sont plus accueillants. Je vais rebondir à ça en vous demandant, est-ce que vous croyez que la représentativité des Québécois lors des manifestations reflète vraiment leur pensée, ou vous croyez que juste, même s'ils ne viennent pas, qu'ils soutiennent cette manifestation-là? Moi, je pense que c'est sûr qu'il y en a qui disent clairement leur position, qui nous soutiennent clairement, qui viennent à nos manifestations. Et il y en a d'autres, on le voit souvent sur les publications du ministre ou du gouvernement, qui disent que non, la réforme est bonne parce que l'argument qui est ressassé par le gouvernement
on va adapter l'immigration aux besoins du marché. On va adapter l'immigration aux besoins du marché. Mais personne ne peut être contre ça. Mais si tu vois que les Québécois, parce que cette réforme est injuste, elle est inhumaine. Je ne pense pas que les Québécois soient inhumains en eux. C'est un peuple très accueillant. Alors, donc, quand on prend le temps de leur expliquer ce qui se passe avec la réforme, ils finissent par dire, mais non, au fond, ce n'est pas ça. Là, ça ne marche pas. Là. Comprends? Donc, il y a d'autres peut-être qui peuvent ne pas nous soutenir, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Et notre travail, c'est de vulgariser énormément les lacunes et les vicissitudes dans cette réforme. Et c'est ce que nous faisons. Exactement. On a monsieur Lamoussa Diabaté qui vient de nous rejoindre. Bonjour, monsieur Diabaté, et bienvenue à l'émission. Vouliez-vous réagir très rapidement parce qu'on était presque sur la fin de l'émission, mais on va tirer encore un petit 5 minutes de plus. Est-ce qu'il m'entend? Je pense qu'il ne m'entend pas. Voilà. Donc, Florian, moi je vais profiter. Il est là, moi aussi, maintenant, je crois. Moi aussi, je vais bientôt y aller. Donc, j'aimerais qu'on finisse vraiment tous ensemble, s'il vous plaît. Okay. Allez-y, posez votre question. Monsieur Yatson, docteur, posez votre question. Non, moi, c'était pour dire que j'allais bientôt y aller. Moi, j'étais prêt à m'y aller, mais si tu veux qu'on finisse l'émission ensemble. Oui, j'aimerais qu'on finisse. Ou si tu veux que je relâche, moi, j'ai toujours des questions à poser. Moi, ça me dérange. Si vous avez une dernière question en attendant que M. Diabaté prenne la parole pour qu'on clôture, s'il vous plaît. Je suis là. Hein. OK, bon, d'accord. Allez-y, M. Diabaté, bienvenue à l'émission. Et je pense que vous savez de quoi on parle. Et vous êtes, bien sûr, vous faites partie du collectif éthique et sûrement vous avez quelque chose à dire par rapport à cette manifestation qui se prépare demain. Oui, naturellement, je pense que moi je vais éviter de parler trop de français et tout, de gros français. Je vais essayer d'aller droit au but en fait. Je pense qu'il est vraiment très important, il est crucial que toute la communauté africaine en général et même les Québécois africaine et la communauté internationale qui vivent dans la province du Québec se mobilisent contre cette réforme qui est injuste, qui est malhonnête, il faut le dire, parce que le ministre une personne qui n'est pas capable de respecter sa parole, c'est une personne dont il faut énormément se méfier. On le disait, ce gouvernement, ils nous ont clairement montré depuis le début qu'ils s'en foutaient royalement de nous, malgré que certains étudiants ont pleuré devant eux à l'Assemblée nationale. Ils nous ont d'abord fait croire qu'ils ont compris notre souffrance, qu'ils ont compris nos peines et qu'ils allaient remédier à la réforme. Mais en fait, c'était pour nous proposer quelque chose d'encore plus dangereux, quelque chose d'encore pire. Et j'ai comme l'impression qu'ils essaient en fait de se venger sur nous parce qu'on a contesté leur première réforme. Et je trouve ça vraiment dommage. Et je pense que ce soit les Québécois, que ce soit les étudiants ou les travailleurs internationaux, nous devons tous se mobiliser parce que le Québec, c'est aussi nous. Et la réforme le PRQ, c'est très bon pour le Québec, nous le savons tous. Quand on regarde les statistiques, quand on regarde tout ce que les immigrants et immigrantes apportent à cette province. Donc, il est important que nous soyons tous mobilisés et que il n'y a pas d'autre chose là. On demande simplement une annulation pure et simple de cette réforme, que le gouvernement recule. Il n'y a pas de mal à reculer. On peut se tromper une fois, on peut se tromper deux fois, mais la grandeur d'une personne, c'est de justement savoir qu'elle s'est trompée et rectifier ce qu'elle a fait comme erreur. Donc, nous sommes... une chose est évidente, c'est que notre détermination est inébranlable. Nous allons manifester jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Et il n'y a rien qui peut nous faire reculer. On l'a dit, on demande au gouvernement de savoir que derrière ces chiffres qu'il présente, c'est des hommes qui ont cru au rêve québécois, qui ont fondé leur espoir sur le rêve québécois, qui ont abandonné pas mal de choses dans leurs pays respectifs
et ils sont venus et on se permet de changer les règles du jeu pendant qu'ils sont là. C'est pas normal, c'est malhonnête comme je l'ai dit, c'est inhumain et nous sommes déterminés à réclamer ce qui nous revient de droit. Merci, Monsieur Diabaté. On a ressenti beaucoup d'émotions dans votre prise de parole. Cependant, vos arguments sont certes clairs. Donc, c'est un peu ce que moi je voulais ajouter. Monsieur Diabaté, vous avez fini? Oui. En tout cas, j'ai dit l'essentiel. Nous devons rester mobilisés, Québécoises, Québécois, étudiants, travailleurs internationaux. Nous devons tous nous mobiliser demain et nous allons manifester jusqu'à ce que le gouvernement comprenne raison. Alors voilà, avec sur ces beaux mots, je vais tout simplement vous donner encore la parole chacun et chacune pour un dernier mot avant de conclure tout ça et donner rendez-vous aux autres demain. Donc, on va commencer par Madame. Galanterie oblige. Merci. Donc, je voulais juste dire que j'espère que le gouvernement va se rendre compte que les immigrants ici sont des humains et non pas juste des emplois et de la marchandise économique. Voilà, on a des émotions, on a des vies qui vont bien au-delà de l'économie. Voilà. Merci. Monsieur Michael? Oui, j'ajouterais peut-être que il faut être prêt à se battre pour construire un Québec inclusif à tout point de vue. Et ce Québec-là doit être construit avec les immigrants et les Québécois unis. Exact. C'est ça. Donc, en essayant le plus possible de donner la place qui revient à chacun et à chacune, peu importe qui il ou elle est. Voilà. Merci infiniment. Monsieur Michael, non, pas Monsieur Michael, Monsieur Lamoussa, ensuite on va terminer avec Monsieur Ibrahima. Donc, moi, je redis ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Nous devons rester mobilisés, faire comprendre au gouvernement que le Québec, c'est chez nous aussi. On reste déterminé pour obtenir cela. Merci. Alors, Monsieur Michael, pourquoi je insiste sur Monsieur Michael? Monsieur Ibrahima? Ok, alors moi je voulais d'abord te remercier Florent, te remercier Diaspo, parce que je pense que dans toute notre lutte au Québec, Diaspo a toujours été à nos côtés et c'est chapeau, c'est ça on dit le média de la diversité, le média de la diaspora et ça fait notre fierté. Ouais. Alors, un seul message, c'est demain, dimanche à 17h. On a mis la manifestation en fin de semaine pour que tous ceux qui travaillent en semaine puissent se libérer. On l'a mis en fin de journée à 17h30 pour que ceux qui travaillent en journée puissent se libérer. Donc, pas de raison que vous restez chez vous. Sortez massivement. Ne pensez pas que quelqu'un d'autre va se battre pour vous. Nous sommes nombreux à être touchés par la réforme. Nous avons des partenaires. Il y a d'autres personnes qui viendront manifester avec nous. Pas de raison que tu restes chez toi. Libère-toi. Ça va durer environ 2 heures de temps. Pointe-toi devant l'Assemblée nationale demain à la fontaine de Tourny à 17h30. On va marcher pour montrer au Québec que nous sommes ici chez nous et que nous sommes contre cette réforme-là. Sortez massivement parce que vous avez vu aujourd'hui à Montréal, on était un peu nombreux. Il faut qu'on soit aussi nombreux ici à Québec pour ne pas qu'ils disent que non, c'est juste quelques étudiants qui manifestent. Alors, je compte sur toi qui nous écoutes. Je compte sur toi pour passer le message. L'événement est sur le groupe Facebook. Tu participes et tu partages à tes amis. Appelle tes amis, tout ton répertoire. Prends ton téléphone, appelle-les. Moi, de ce pas, j'appelle mon ami Xavier. Je vais appeler mon ami Oka. Je vais appeler mon ami Fanny. J'appelle tous mes amis pour qu'ils soient là demain. Je vais m'assurer que vous fassiez le déplacement. Faites-en autant également. Appelez vos amis et on se retrouve demain à 17h30 pour dire non à la nouvelle réforme. Je vous remercie. Alors, chers spectateurs, merci pour tous. J'aimerais dire merci d'abord à tous ceux qui sont en train de nous écouter, autant à Québec qu'à travers le monde entier et qui réagissent d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup. Je peux pas vous citer les uns les autres, mais vous vous reconnaissez. Merci pour ceux qui ont pris le temps d'écouter et merci déjà à ceux qui sont en train de changer leur décision de ne pas venir demain et qui viendront. Alors, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, on a pris le temps de parler de cette nouvelle réforme
du programme de l'expérience québécoise, une nouvelle réforme qui a été présentée par le ministre de l'Immigration, Simon Jolin Barrette, et une nouvelle réforme qui a quelques lacunes, et ces lacunes qui est vraiment décriée par les étudiants et aussi par des travailleurs étrangers qui, bien sûr, aimeraient que cette réforme soit revue et que la copie soit revue avant d'être représentée bien sûr, à la population et à ceux qui sont touchés. Et ce qui en ressort, c'est vraiment une marche qui est appelée demain à 17h30 à l'Assemblée nationale du Québec. Bien sûr, on espère, le collectif éthique espère que vous serez tous là pour pouvoir bien sûr soutenir cette marche qui pourra bien sûr non seulement servir et aider ceux qui sont actuellement dans la situation, mais aussi ceux qui seront demain dans la situation. Car, comme le disaient certains intervenants, le programme touche les étrangers, oui, mais n'oublions pas surtout que ces étrangers ne sont pas juste des numéros, ne sont pas juste des étudiants, mais c'est des frères, c'est des sœurs, c'est des amis, c'est toute la population. Ils font partie du Québec, c'est un Québec inclusif. Donc voilà, en résumé, la raison pour laquelle, selon… Tu te permets, Florent, oui. je sais que je faisais, ils levaient la main, ils ont dû remarquer que je voulais intervenir. Oui. Alors, juste pour rappeler qu'il y a des covoiturages pour ceux qui veulent, qui sont à Montréal, qui sont à Trois-Rivières, qui sont à Rijimouski, vous voulez venir demain à 17h, il y a possibilité, on a lancé un sondage dans le groupe collectif des étudiants travailleurs internationaux du Québec, juste à participer, on va organiser demain le covoiturage pour que vous venez tous assister à la manifestation. C'est ce que je veux dire. Merci, Diaspo. Je vous en prie. Alors voilà, comme il le précisait, pour ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion, vous pouvez juste contacter le collectif éthique, ou si vous parvenez pas à les contacter, contactez Diaspo et nous, on va leur envoyer vos messages. Vous pouvez nous écrire directement. On va leur envoyer le message pour qu'ils puissent voir dans quelle mesure vous aider à arriver à la manifestation. Sur ce, on espère que le message est passé et on espère vous revoir nombreux. Et abonnez-vous. Michael, tu n'es pas encore abonné sur YouTube de Diaspo. Toi aussi, toi aussi, tu n'es pas encore abonné. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur Diaspo car c'est votre média. On est là pour, bien sûr, donner toute l'information qui concerne toute la population, mais surtout aussi la diaspora. Voilà. En vous souhaitant une bonne fin de journée, on se dit bye bye. Bye bye, merci. À demain. À demain.